En deux mots, je vais me présenter. Donc, je suis Nicolas Gros-Verret, je suis journaliste correspondant auprès comme on dit, de l'Union européenne et de l'OTAN depuis quelques années déjà, on va dire depuis une bonne quinzaine d'années, pour plusieurs journaux français, donc notamment Sud-Ouest. Et surtout, ce qui me vaut le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce que je pense surtout, c'est je suis éditeur, je suis fondateur d'un blog consacré à la défense et à la politique étrangère européenne qui s'appelle Bruxelles2.eu, B2 en abrégé, qui a une édition publique, on va dire, sous forme de blog, et une édition maintenant professionnelle sous forme de système en ligne, d'information en ligne qui s'appelle B2 Pro. Donc mais l'objectif reste le même, c'est d'approfondir la connaissance sur la politique de défense européenne. Et on a même commis un ouvrage complet sur la politique européenne de sécurité et de défense commune il y a quelques mois, qui est tout récent, qui est un manuel d'environ 500 pages pour vous donner l'ordre d'idée, qui se veut descriptif et introspectif sur tout ce qu'est la politique européenne. Le but n'est pas automatiquement de donner un avis sur ce que ça pourrait être, mais c'est déjà de brosser ce qui existe, ce qui a été prévu, ce qui n'a pas été réalisé et ce qui est développé. C'est très important, et là j'en viens un petit peu là au fond de ce que je vais développer. Sur la politique européenne, elle est très peu connue, très peu comprise. Donc parfois on met sur le mot de la politique européenne de sécurité et de défense des choses qui n'existent pas du tout, qui ne sont pas du tout prévues. Et parfois on oublie de mettre des choses qui là par contre sont réalisées. Je dirais que d'un point de vue conscient ou inconscient, l'Union européenne n'aide pas vraiment à la compréhension, s'arrangeant pour utiliser souvent des termes qui sèment la confusion, et s'arrangeant même pour ne pas communiquer sur certaines missions ou opérations. Je vais vous donner juste un exemple pour l'instant. Il y a une mission européenne de conseil auprès des autorités irakiennes qui a été lancée à Bagdad il y a quelques jours, déployée il y a quelques jours. Il y a quasiment zéro information qui ont été faites là-dessus, ce qui est un changement pour moi qui ai connu un peu d'autres opérations et missions déployées au titre de la PSDC, ce qu'on appelle la politique de sécurité et de défense commune, qui fait qu'habituellement il y avait une petite conférence de presse, une rencontre prévue avec le chef de mission et ce qu'on appelle un briefing technique qui permettait de saisir le pourquoi du comment. Là, il n'y a rien eu. Juste une publication au journal officiel de la décision organisant la mission, et je vous mets au défi de savoir ce que fait réellement cette mission en lisant le texte qui est paru au journal officiel. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a une volonté d'entretenir la confusion, parce que quand on ne fait pas quelque chose, c'est qu'on ne veut pas le faire. Je reviens sur l'aspect de défense européenne. C'est un peu confus. Il y a pas mal de fantasmes dessus, parce que au niveau européen, ce qu'on appelle défense n'est pas automatiquement ce qu'on appelle défense au niveau national, dans un État membre. Donc je dirais que si on prend les grands pans d'une politique de défense européenne, enfin une politique de défense tout court, nationale, on va dire qu'il y a la stratégie d'un côté, politique, il y a des hommes avec des matériels et des équipements, qui est ce qu'on appelle une armée, mais qui peut avoir des unités complémentaires. Il y a une politique d'équipement, donc une politique industrielle, il y a une politique de recherche et une politique de déploiement, éventuellement, ou pas. Au niveau européen, on a commencé par les déploiements. On va dire qui venait d'un état d'esprit qui tenait au drame en ex-Yougoslavie, qui était il y a une situation instable qui risque de nous péter à la figure, outre le problème humain qui existait, et on n'a pas les moyens et les capacités d'intervenir. Donc il y a ce qu'on a appelé les missions et opérations de la PESD à l'époque, la politique européenne de sécurité et de défense, et la PSDC se sont montées un petit peu dans cet esprit-là. Et ensuite, ça s'est monté un peu, je dirais, de bric et de broc, c'était du grand bricolage. Alors, on a une trentaine d'opérations, de missions qui ont été déployées ainsi sur le terrain. Ça va de petites missions de conseil ou de formation, comme la mission auprès de la police palestinienne,
une mission d'observation en Géorgie ou l'opération anti-piraterie. J'en citerai que dans l'océan Indien. Je vous brosse quelques-unes pour que vous voyez un peu le spectre de ce que c'est. À chaque fois, ça a été pour l'Europe une intervention qui était une intervention pas uniquement militaire, mais qui avait d'abord un objectif, enfin pour moi politique, qui était d'une part de marquer la présence européenne et d'être présent dans un processus où sinon elle aurait été absente. L'opération anti-piraterie représente un autre enjeu qui est un enjeu de sécurité quasiment presque intérieure directe, qui était de préserver la sécurité des navires marchands européens, entre autres, et donc un couloir de trafic maritime important. Elle avait à l'époque un autre objectif qui était un objectif très humanitaire, là, qui était de protéger les bateaux du PAM, du Programme alimentaire mondial, qui n'avaient plus, sans cette protection, la capacité de ravitailler la Somalie. Il ne faut jamais oublier ces deux objectifs. Et je dirais que dans les deux objectifs, vous voyez l'ambivalence de cette politique-là. Donc on a commencé par les opérations. Il y avait une petite stratégie de sécurité, mais on ne peut pas dire que c'était une stratégie de défense en termes national, puisque d'un point de vue, je dirais, sous-jacent, le principe de la défense territoriale des États membres de l'Union européenne est assuré soit par les États, au titre d'un statut particulier qu'ils ont éventuellement négocié au niveau international, de neutralité, par exemple pour l'Irlande, soit de leur appartenance à l'OTAN, soit des deux. Donc on n'avait pas cette problématique territoriale, donc la stratégie était assez limitée, c'était plutôt une stratégie de politique étrangère, parce que la défense européenne a toujours été conçue, du moins, comme un outil au service de d'une politique étrangère européenne. Et il y avait... Donc ça, c'est le tableau jusqu'à il y a quelques années, on va dire, 3 ans. On a eu aujourd'hui une confrontation avec une succession de menaces. Je vais assez rapidement, éventuellement je répondrai à des questions. On a une succession de menaces qui sont arrivées, ou d'éléments qui sont arrivés, qui ont changé complètement la donne. Donc aujourd'hui, la réflexion, elle ne peut plus être basée, pour moi, sur la réflexion qui avait lieu il y a 3 ans. Je dis 3 ans, pas 30 ans, pas 10 ans, même pas l'ex-Yougoslavie. Ceux qui pensent aujourd'hui, ou qui établissent des faits et des réflexions à partir d'éléments qui sont basés il y a plus de 3 ans, si vous voulez, c'est la date de péremption est dépassée. Donc, les éléments principaux, il y a un élément, je dirais, continu qui est la crise économique, qu'il ne faut jamais oublier. Souvent, c'est passé sous silence, mais c'est un élément très fort. La crise économique a été une défaite de l'Union européenne. En termes stratégiques, c'est une défaite stratégique européenne. C'est la première défaite du continent européen depuis des années, on va dire depuis peut-être les décolonisations. Pour moi, c'est une défaite presque militaire. Parce que pour la première fois, l'Europe a été incapable d'assurer la survie économique d'un de ses États membres. Et du moins, ça a entraîné une crise qui finalement a été surmontée, mais parce que le Fonds monétaire international est intervenu, comme dans n'importe quelle zone, je dirais, d'un pays en développement ailleurs, ce qui, quand même, est extraordinaire. Et ça a eu un effet très concret sur, par exemple, les budgets de défense, qui fait qu'en 7 ans, on a perdu l'équivalent, on a perdu les budgets de défense cumulés de tous les États membres de l'Union européenne, hein, il n'y a pas de budget de défense au niveau européen, ont perdu l'équivalent de 30 milliards. 30 milliards, c'est à peu près, au bas mot, c'est pas tout à fait le budget français, mais quand même, en 6-7 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu une constriction, et quelque chose qui n'était pas prévu automatiquement. Il y a eu une constriction des budgets de défense qui a fait qu'on a limité le renouvellement des équipements, on a limité certaines ambitions, on a limité et on a revu la stratégie en fait à la baisse. Et quand je dis limiter les ambitions, je peux vous donner un petit exemple. Il y a un navire grec qui était engagé sur l'opération anti-piraterie qui est rentré parce qu'il n'avait plus de pétrole. C'est les navires d'à côté qui lui ont donné le pétrole pour rentrer. Donc quand je vous dis constriction, c'est une réalité. Bon, peut-être que la Grèce aurait pu payer le pétrole pour rentrer, mais c'était pas, ça s'est quand même passé comme ça. Premier événement, c'est celui-là. Après, il y a eu une série d'événements internationaux, je dirais, on va dire dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, c'était l'attitude russe de plus en plus agressive, on va dire, avec l'annexion de la Crimée et un conflit entretenu aux frontières
à l'est de l'Ukraine, qui a confirmé que la Russie n'avait plus tout à fait l'intention de laisser faire, je dirais, l'Ouest, comme il l'avait laissé faire durant les années. Le premier signe d'alerte avait été la Géorgie. Sur l'Ukraine, ça a été confirmé. Et surtout, ce qui a été une surprise pour quelques-uns, c'est que les Russes ont été assez bons au niveau militaire. Ce qui n'était pas le cas de l'intervention en Géorgie, qui a été une catastrophe militaire pour les Russes. Pour vous donner quelques ordres d'idée, ils avaient très peu de liaisons. En gros, heureusement que les Géorgiens ont arrêté tout de suite le combat, sinon ça aurait pu tourner à une défaite du type Afghanistan pour les Russes s'ils avaient continué pendant des années. Parce qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas organisés. En Ukraine, ils ont tiré les leçons et ils ont utilisé de nouvelles méthodes qui fait qu'avec quelques éléments bien organisés, ils ont réussi à très vite insérer une pointe dans la défense ukrainienne. Ça, c'est le premier événement qui a en fait refait basculer, je dirais, l'OTAN, qui était, on va dire, un peu assoupie, dans un esprit de nos frontières sont menacées, il va falloir qu'on commence à repenser en gros, à reprendre ce que l'on avait fait abandonner avant, la défense territoriale. Et ça a eu un effet immédiat sur tous les pays d'Europe centrale et orientale qui ont dit, attention, nous on a payé pour l'OTAN, en gros, on a pris une assurance, il faut que l'assurance marche maintenant. Et il n'est plus question d'aller faire le cow-boy à tous les coins du monde. L'OTAN, d'abord, c'est la défense des frontières. Premier événement. Deuxième événement, c'est la crise migratoire. Enfin, la guerre en Syrie qui a produit une crise migratoire surajoutée avec tous les autres conflits, qui fait qu'il y a eu une arrivée sur le territoire européen de centaines de milliers de personnes, au lieu de dizaines de milliers d'habitude, de façon brusque, importante, qui a conduit à une faillite des frontières. Grèce, et par succession, toutes les autres frontières derrière se sont effondrées. Donc il y a eu un problème là de conservation des frontières en termes civils. Ça a eu un effet très concret, ça a eu un effet qui est quasiment passé sous silence, c'est assez étonnant, moi je trouve. C'était la création du Corps européen de garde-frontières, qui prend comme empreinte en fait l'agence Frontex, mais qui est plus du tout dans le modèle de l'agence Frontex. On a un vrai corps doté d'une doctrine, doté de moyens financiers, doté d'éléments humains qui peuvent intervenir en renfort. On est toujours, au niveau européen, c'est toujours du renfort ou du soutien aux États membres s'il y a un problème aux frontières. Ça, c'est le deuxième événement. Et ensuite, il y a eu une série d'événements. Il y a eu la guerre en Syrie, l'effondrement de la Libye, qui est devenu un pays instable en partie à cause de l'intervention franco-britannique. Toute une chaîne de pays aux alentours qui sont devenus totalement, à cause de ces deux crises ou à cause d'autres crises internes qui sont devenues totalement impalpables, comme les pays du Sahel, comme la Somalie qui était déjà en crise, qui fait que la menace, entre guillemets, s'est rapprochée des frontières. La Syrie, c'est aux frontières de l'Union européenne, tout près de Chypre. La Libye, c'est aux frontières italiennes. Donc, cette question s'est resserrée. Et là, la défense ou la sécurité des frontières n'est plus une théorie. Et après, vous avez l'élection de Trump, qui fait que ça sème une incertitude parmi les Européens. Vous avez le coup d'État en Turquie, qui fait que vous avez un pays au voisinage qui devient incertain. Vous avez le Brexit, qui fait qu'il y a un élément clé de l'Union européenne qui s'en va. Et donc vous avez une série d'éléments d'incertitude qui sèment l'incertitude politique, plus l'élément terrorisme, qui est une menace terroriste. Qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez, plus aucun pays européen ne peut s'en sortir à l'abri d'une menace directe et d'une menace indirecte. Il n'y a pas de cohésion entre les menaces, c'est-à-dire que l'Estonie est plus concernée par la menace russe que par le terrorisme, et je dirais que la France ou la Belgique sont plus concernées par le terrorisme que par la menace russe. Mais il y a une conscience qu'il existe différentes menaces qui, ajoutées aux constrictions des forces, fait qu'il n'y a plus de capacité de réaction sur ce qu'on appelle au niveau militaire tous les champs du spectre. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait se dire on n'a plus besoin de chars, on n'a plus besoin d'armes nucléaires, on n'a plus besoin de tel truc, on peut avoir juste une force, entre guillemets, expéditionnaire, une force de sécurisation aux frontières. Aujourd'hui, il faut avoir toutes les strates, la terre, la réaction au loin, le renseignement, la dissuasion stratégique ou pas, et l'artillerie, etc. Donc tout le panel, du moins conçu par les États membres, il faut avoir tout le panel du champ militaire
alors que l'on n'a plus les moyens d'entretenir ce panel. Donc en fait, les États se sont dit, bon, bah, alors à défaut de pouvoir le faire, autant le faire avec l'Europe, au niveau européen. Donc ce n'est pas une volonté de faire au niveau européen, c'est une pression qui aboutit à se dire, bah, finalement, voyons ce qu'on peut faire plutôt entre nous, plutôt que de continuer à le faire tout seul. Donc là intervient l'aspect des... Il y a une série de tabous du coup qui ont été levés. Donc d'une part, le financement par le budget communautaire de la recherche de défense. Ça, c'est un premier... Le financement même par le budget communautaire d'actions de défense. Donc c'est un premier tabou qui a été levé. Il y avait déjà du financement par le budget communautaire des différentes missions civiles, hein, pas les opérations militaires, mais les missions civiles déployées au titre de la PSDC, donc par exemple la mission d'observation en Géorgie. Mais il n'y avait pas de financement des opérations militaires parce que celui-là est interdit, le financement des opérations militaires. Donc, en revanche, ce qu'a proposé la Commission européenne début juin, c'est de lancer un programme de recherche de défense qui, a priori, sera doté de 250 millions d'euros par an jusqu'à 2020, donc la période budgétaire, le cadre multiannuel budgétaire au niveau européen, puisqu'on parle de période de 7 ans, donc la période actuelle s'étend jusqu'à 2020. Et après 2020, donc à partir de 2021, il envisage de faire sauter ce montant à 1,5 milliard. Donc on est sur des sommes qui sont conséquentes. Financées par le budget communautaire pour aider la recherche de défense. Recherche et technologie, recherche et développement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du budget allemand de recherche et de technologie en matière de défense. Donc on n'est plus dans la zone de l'expérimentation, on est dans un instrument qui se veut un instrument puissant pour aider à la recherche de défense. L'objectif est affiché et d'avoir une autonomie stratégique et d'éviter les lacunes ou les trous technologiques qui existent au niveau européen ou sur les nouvelles technologies comme par exemple les drones, comme par exemple le cyber, comme par exemple Internet. L'Europe a loupé la marche technologique de ces événements-là, qui fait qu'aujourd'hui on dépend pour ces événements-là, pour ces éléments-là plutôt, de forces extérieures, donc en grande partie d'outils américains. Donc ça, c'est ce premier volet qui est le plus important et le premier tabou qui a été enlevé. Le deuxième tabou qui a été enlevé, c'est que la Commission ne s'interdit plus de réfléchir sur les questions de défense. Avant, on disait la Commission européenne égale action civile, donc le militaire, c'est dans un autre rayon. Aujourd'hui, elle ne s'interdit plus. Par exemple, il y a quelques jours, elle a lancé une communication sur la mobilité militaire, c'est-à-dire sur la façon dont les véhicules militaires circulent au niveau européen pour créer ce qu'on appelle un espace Schengen européen au niveau militaire, pour résoudre quelques problèmes techniques. C'est un projet qui est mené côté européen et qui est mené côté OTAN, on va dire, de façon concomitante et complémentaire. Donc là, on a une entrée là-dedans, et au niveau des DG de la Commission européenne, chaque DG a été prié de réfléchir ce qu'elle pouvait apporter en matière de défense. Donc, pour vous reprendre cet exemple de la mobilité militaire, ce n'est pas, on va dire, on pourrait croire que c'est le service européen pour l'action extérieure qui est moteur. Non, c'est tout simplement ce qu'on appelle la DG Transport. Donc il y a on va dire, il y a un ajout de compétences défense et militaire qui est fait au niveau européen et qui n'est pas interdit par le traité, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas pour ça qu'il est permis, mais il n'est pas interdit. Et une des pièces qui va être mise en place prochainement, en fait, là en décembre, le 11 décembre, c'est ce qu'on appelle la coopération structurée permanente. C'est un brave nom. C'est là où je dis qu'il y a souvent confusion parce que ça ne veut rien dire. Ce qu'on appelle coopération structurée permanente, c'est plutôt ce qu'on a appelé avant l'Union européenne de sécurité et de défense. C'est déjà un peu plus clair. C'est l'équivalent, toute proportion gardée, parce qu'on n'en est quand même pas là, de ce qu'est l'Union économique et monétaire à l'euro, d'un modèle plus organisé en matière de défense européenne. Donc quasiment c'est le fameux noyau dur qui était prévu lors du sommet des chocolatiers en
plein déclenchement de l'intervention en Irak américaine qui était prévue par les Belges et luxembourgeois, les Français et les Allemands. C'est cet élément-là qui n'avait jamais été mis en place, qui a été prévu par le traité, la Constitution, enfin les prémices de la Constitution, le traité de Lisbonne, on a fait des copier-coller, et qui va être mis en place prochainement. L'objectif est là de renforcer les liens et en fait de dresser une vraie politique de défense entre les États membres européens. C'est là que par contre il va résider un problème au niveau européen, c'est qu'on a prévu le système pour l'instant sans aucun contrôle. Donc c'est un système qui n'est dirigé en fait que par les gouvernements, on va dire. C'est ce qu'on appelle, on est plutôt dans la sphère intergouvernementale que dans la sphère communautaire classique. Donc concrètement, le Parlement européen n'a pas beaucoup son mot à dire et la Cour de justice européenne encore moins. Sauf sur le programme de recherche de défense, qui là est un domaine communautaire pur. C'est-à-dire que le Parlement européen agit comme co-législateur et demain, la Cour de justice pourrait être compétente si quelqu'un vient se plaindre parce qu'il n'a pas eu une subvention, comme n'importe qui peut se plaindre parce qu'il n'a pas été associé ou il a mal été associé ou il n'a pas reçu le montant prévu d'un fonds structurel quelconque, etc. Mais on n'a pas adapté les systèmes. C'est-à-dire que sur la coopération structurée permanente, par exemple, c'est de l'intergouvernemental pur qui va être, où l'évaluation est faite par l'Agence européenne de défense, dont ne s'en montrent que les gouvernements, et où les institutions européennes sont informées, mais simplement informées. C'est dirigé uniquement par l'échelon ministériel. Si on veut une image, je dirais, rapide, on est dans ce domaine plus sur l'interprétation de la politique de défense à la française que sur la politique de défense à l'allemande. On va dire où le Parlement a un certain rôle. Voilà à peu près le tableau tel qu'on peut le dresser. On pourrait détailler quelques autres aspects, mais ça vous permet de voir qu'en fait, en quelques années, on voit émerger plusieurs éléments de la politique de défense qui sont construits de façon un peu empirique et qui sont destinés en fait à doter l'Union européenne d'un pilier défense, concrètement. Voilà. Et c'est pas bon. Il y a une stratégie qui a été évaluée qui a été faite par la haute représentante Federica Mogherini, qui théoriquement est la chef de la diplomatie européenne, avec le service européen d'action extérieure comme outil, et la chef de l'agence de défense, et la vice-présidente de la Commission européenne, et la présidente d'ailleurs du Conseil des ministres des Affaires étrangères ou de la Défense. Mais je vous mets au défi, si vous lisez cette stratégie globale, de me résumer en quelques lignes son objectif réel, parce que c'est plutôt une grande collection d'objectifs que ce qu'on pourra appeler en termes, je dirais, politico-militaires, une stratégie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations, et comme ça je pourrais répondre sur ces aspects-là. Oui, merci beaucoup, Nicolas.